Bienvenue à cette deuxième conférence annuelle des grands-parents pour le climat. Bienvenue à ce nouvel appel aux consciences que donc nous renouvelons. Les paramètres du climat sont dans le rouge. La température moyenne à la surface du globe bat chaque mois un record de température depuis 1 an et demi. Et pourtant, dans le quotidien, les menaces écologiques passent encore à l'arrière-plan. Ceci alors qu'à terme, le dérèglement climatique, avec ses conséquences multiples, est la menace la plus grave pour le bien-être de l'humanité. Mais notre cerveau, et on en parlera ce soir, notre cerveau n'est pas toujours préparé à réagir à une menace qui reste à un horizon imprécis et on ne sait pas par où commencer. Et on a un sentiment d'impuissance. Alors, ce soir, nous voulons contribuer à sortir de l'impuissance. Moi, je pense que le plus intéressant aujourd'hui, c'est de se rendre compte que ce n'est pas une crise économique, ni une crise financière, ni rien du tout. C'est peut-être une crise de la pensée, une crise dans la manière dont nous voyons le monde qui pose problème. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce serait vraiment intéressant de basculer la manière dont nous voyons, nous, hommes et femmes, dans le monde et la place qu'on y occupe et le rôle qu'on peut jouer et comment nous sommes co-créateurs de ce monde. Bon, je dis toujours, il y a un monde qui se détruit et un autre qui émerge, mais ce n'est pas pareil selon l'endroit d'où on agit. Si on agit avec la peur de perdre, ce n'est pas pareil que d'agir avec la vision du désir, la vision et le désir du futur. On ne va pas arriver du tout à la même chose. Dans un cas, on va plutôt être dans des forces de régression, on va freiner, on va rénover, comme je dis, c'est-à-dire on va réaménager le mobilier dans la même pièce. Dans l'autre cas, on va se laisser guider par un futur qu'on ne connaît pas. Et on va vraiment innover. À gauche, vous avez l'ancienne vision, l'ancien paradigme avec l'homme séparé au-dessus et ayant pouvoir sur tout le reste de la biosphère. Et à droite, sa réintégration au milieu des vivants, avec peut-être cette remarque supplémentaire que les autres il ne s'agit pas de conserver les autres espèces uniquement parce qu'elles nous sont utiles, mais aussi pour leurs propres valeurs. Voilà, alors j'en arrive au biomimétisme. Le biomimétisme, au départ, c'est s'inspirer des organismes vivants, point. Janine Benyus, une naturaliste américaine, en a rajouté une deuxième couche en disant « Tant qu'à faire, regardons comment nous inspirer des organismes vivants pour être durables, pour nous remettre en équilibre, ou du moins en équilibre avec le reste de la biosphère. » La réponse, elle n'est pas uniquement dans le fait d'imiter la nature, parce qu'on ne va pas l'imiter. Pas uniquement, mais s'inspirer, comme dit Janine Benyus, la femme qui a inventé le biomimétisme. Mais s'inspirer, ça veut dire aussi qu'on est inspiré, nous, qu'on est inspiré par la vie, et en même temps qu'on a une capacité d'imagination pour aller plus loin. La compétition, parce que c'est un sport dangereux et risqué, est liée à l'abondance. On peut faire de la compétition dans les situations d'abondance. Et dans les situations de pénurie, dans nos imaginaires collectifs à nous, c'est Hollywood, tout le monde qui se marche dessus en criant et en faisant du chacun pour soi. Eh bien, dans les communautés végétales, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand les pénuries arrivent, à gauche, vous avez un champ d'ortie avec une abondance d'azote. À droite, c'est une prairie dite pauvre. Et comme elle est pauvre en ressources, eh bien, il y a une énorme diversité d'espèces qui collaborent entre elles. Ça, c'est ce qu'on observe dans les communautés végétales. Plus il y a pénurie de ressources, plus il y a collaboration. On se dit « Waouh, on aimerait bien être des plantes, hein ». Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on est des plantes. C'est que les sociologues des catastrophes, ça existe, quand ils regardent les catastrophes, ce qu'ils voient, c'est que le comportement majoritaire, je dis bien majoritaire, émergent, c'est la collaboration. Il y a bien sûr d'autres manières de s'inspirer de la nature. On le voit à plus grande échelle, par exemple des tentatives dans certaines villes suisses, comme à Genève, d'avoir ce qu'on appelle une écologie industrielle. C'est-à-dire de mettre les entreprises d'un bassin, d'une région, dans un réseau pour que les déchets de l'un servent de matière première aux autres, etc. Et là, on s'inspire à nouveau de la nature et de tout ce que nous a évoqué Gauthier. Mais la question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cela? Alors, Gauthier l'a évoqué, dans beaucoup de cas, on se repose beaucoup trop aujourd'hui sur la technologie comme étant ce qui va nous sauver. Et malheureusement, je crois que c'est un leurre.
ce qu'il faut, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle ne peut venir justement que par un contact le plus régulier possible avec la nature. Il y a quand même des choses qui ont été dites et qui montrent qu'on est vraiment dans une grande mutation de société, qu'on ne veut pas se cacher la face, que maintenant, voilà, nous devons développer notre conscience qu'un changement est indispensable et un changement assez radical de notre vie en société, qui concerne un peu tous les aspects de notre vie en société et notre rapport à la nature. Pour moi, les histoires qu'on se crée créent la réalité. Les histoires qu'on croit surtout. Si tout le monde croit qu'un désastre va arriver, un désastre va arriver. Si on a en tête quelques futurs possibles, qui sont possibles, puisque personne ne sait ce qui va se passer, eh bien, au lieu de se créer une trouille invraisemblable du futur, on va peut-être vivre avec l'envie de faire des choses. Et pour moi, ça, c'est une intention qui est différente dans notre vie de tous les jours. Si tous les jours, j'ai peur d'une catastrophe, eh bien, je vais finir par la créer, comme ça, j'ai plus peur. On se rend compte que notre cerveau doit raisonner autrement, qu'on doit remettre en cause un formatage qui date pour nous, en tout cas, grands-parents, il y a assez longtemps. Et en même temps, il y a eu des pistes. Mais c'était enthousiasmant de voir ce modèle du vivant qui, au fond, dont on doit tirer des leçons. Il y a des pistes pour donner des solutions de survie à l'humanité. Et dans ces pistes, il y a beaucoup d'espoir d'une société beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus coopérative. Voilà. Moi, je pense qu'on est au moment où d'abord, il y a des traces de changement. Et aussi, il y a suffisamment de choses qui nous indiquent des pistes. Donc c'est pas pour être positif, c'est pour se dire que tant qu'à faire, s'il y a une probabilité que les choses soient la catastrophe ou qu'elles soient autre chose, plutôt que de s'asseoir et d'attendre que notre destin nous tombe sur la gueule en catastrophe, pourquoi est-ce qu'on ne se met pas alors à co-créer ce qu'on voudrait que le monde de demain soit ? Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer, à mon sens, à l'imaginer et à y croire. Et c'est pour ça que je disais, c'est parce qu'on le croit qu'on va le faire, qu'on va le créer. Donc c'est croire pour créer. Et on n'a aucune excuse de ne pas faire ça. Sinon, en fait, on croit simplement autre chose, mais on n'a aucune preuve. Donc voilà, de tout ce qu'on a parlé ce soir, il y a une petite remarque que je voulais me faire, une réflexion que je me suis faite, c'est que tout ça, ça implique un changement. Et je crois que de manière naturelle, les gens ont tendance à être réticents face au changement parce qu'ils ont peur de perdre des acquis et de s'aventurer dans l'inconnu. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'aller vers un changement parce que ça pourrait entraver leurs bénéfices financiers futurs, potentiels. Donc voilà, je crois qu'on va devoir s'armer de détermination et de persévérance pour essayer de faire valoir d'autres valeurs dans nos sociétés, quoi.